Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle des IST et pour ça, on a reçu Anne-Marie à notre micro. Les infections sexuellement transmissibles et anciennement appelées maladies sexuellement transmissibles sont souvent sujet d'inquiétude chez les jeunes et les moins jeunes et c'est normal, mais sommes-nous réellement bien informés sur ces sujets ? Anne-Marie, sage-femme à la retraite et bénévole sur le chat Les Pipelettes, a pris le temps de nous éclairer au sujet de ces infections. Du VIH en passant par le papillomavirus, la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia, que sont vraiment ces infections ? Une à une, Anne-Marie nous parlera de ces IST, des signes et des potentiels symptômes, bien que plutôt discrets, qui leur sont propres à chacune. À la question « Comment les éviter ?», elle nous répondra « Se protéger et se faire dépister ». À travers cet épisode avec Anne-Marie, vous comprendrez comment les IST s'attrapent, se transmettent et se soignent. On vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Anne-Marie et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour Mégane. Aujourd'hui, on va parler donc des infections sexuellement transmissibles. Mais est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Anne-Marie, avec un joli nom de famille qui s'appelle Mouton, voilà. Et je suis sage-femme depuis mon diplôme d'État et depuis 1967. Donc, je suis une très vieille dame, une très vieille sage-femme. Voilà. Alors déjà, pour commencer, on parle des IST. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une infection sexuellement transmissible ? Une infection sexuellement transmissible, c'est une infection qu'on attrape essentiellement avec les rapports sexuels. Voilà, les rapports sexuels de toute qualité, je dirais, que ce soit vaginal, oral, anal, et même les projections sur le visage, le fait d'avaler le sperme, tout ça, on va pouvoir avoir des contaminations par ces maladies-là. Alors, il y en a un certain nombre, il y en a même pas mal. Il y a les chlamydioses, il y a l'HIV que tout le monde connaît, il y a le papillomavirus, il y a les mycoplasmes, la syphilis, les gonorrhées, les trichomonas. Mais par exemple, une mycose n'est pas une maladie, l'hépatite B, voilà. Par exemple, une mycose, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible parce qu'on va pouvoir l'attraper en dehors de tout rapport sexuel. Voilà. Oui, donc il faut qu'il y ait rapport sexuel et c'est finalement les fluides qu'on peut échanger. Voilà, le sang, les liquides vaginaux, le sperme et le liquide séminal. Alors, j'explique ce qu'il y a une différence entre le sperme et le liquide séminal. C'est le liquide séminal, c'est ce liquide qui commence par passer dans la prostate, donc il y a un peu de liquide prostatique, et qui va venir laver l'urètre avant que le sperme puisse sortir. Par conséquent, ce liquide séminal contient bien évidemment des spermatozoïdes, donc attention, il y a des spermatozoïdes dans le liquide préséminal et donc il peut contenir évidemment des germes puisque ces germes vont être sortis de l'urètre aussi par ce liquide préséminal qui est là pour soigner, voilà, pour nettoyer en fait, voilà. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut se prémunir contre les IST ? Est-ce qu'il y a une méthode universelle ? Uniquement le préservatif. Voilà. Et alors, c'est très, très important de savoir que le préservatif, c'est pas que pour les pénétrations, Le préservatif, c'est aussi pour le sexe oral. Voilà. Et donc, c'est très, très important parce que je sais que la majorité des femmes ne veulent pas mettre de digues dentaires qui sont une espèce de préservatif pour la langue et qui va permettre de pouvoir se protéger. Mais le sexe oral est absolument contaminant. Voilà. Alors, si on ne veut pas mettre de préservatif, il ne faut pas avaler le sperme et il ne faut pas se laver les dents. Surtout pour le VIH d'ailleurs, pour les autres c'est un peu moins vrai, mais pour le VIH, il ne faut pas se laver les dents dans l'heure qui précède, dans les 2 heures qui suivent, pour pas avoir de mini-coupures qui vont donc être une porte d'entrée. Parce que les portes d'entrée, c'est le sexe, le vagin, la vulve, le vagin et tout ce qui est le sexe, l'anus, la bouche, mais aussi bien, parce que c'est la grande manie maintenant de se faire asperger de sperme pendant les rapports sexuels, c'est aussi bien les yeux, c'est aussi bien les narines, c'est aussi bien les oreilles,
Voilà. Et ça, c'est très important parce que maintenant, cette espèce de manie qu'on voit dans les pornos, de se faire asperger de sperme, eh bien, par toutes ces portes d'entrée, on peut se contaminer. Donc, tout sexe, quel qu'il soit, doit être précédé de dépistage. Et du coup, au niveau du dépistage, comment ça se passe? Est-ce que c'est une prise de sang, des frottis? Comment on se dépiste pour être sûr qu'on est porteur d'aucune maladie, justement, avant d'avoir une sexualité? Alors, on va faire un certain nombre de... Bon, quand on n'a pas eu du tout de signes, parce que les signes d'IST sont très rares, hein, mais quand même, s'il y a des signes d'IST, c'est autre chose, on va peut-être aller au bon endroit. Mais en général, on fait des prises de sang, ce sont des sérologies qui vont marquer le fait qu'on a rencontré ce virus. Voilà, ça c'est le dépistage de base. Voilà. Maintenant, si on a des rapports à risque, qu'on a eu un rapport à risque, à ce moment-là, il va falloir attendre un certain temps. Et par exemple, pour l'hépatite, pour l'HIV, ça va être l'herpès, ça va être une prise de sang, c'est une sérologie. Mais si c'est des chlamydier, si c'est du mycoplasme, si c'est une gonorrhée, le syphilis aussi, c'est une sérologie, à ce moment-là, il va peut-être falloir faire un prélèvement vaginal. Voilà. Hein. Et ce prélèvement vaginal, il n'est pas forcément fait, n'ayez pas peur, avec un spéculum et une méchante dame ou monsieur qui est entre vos jambes, mais ça peut être un autotest. De plus en plus, maintenant, on va vous tendre des couvillons pour que vous puissiez mettre dans votre vagin vous-même les couvillons, donc il n'y a pas d'agression du geste du professionnel. On peut parfaitement, et d'ailleurs dans les laboratoires maintenant, de plus en plus, vous pouvez vous faire un autotest. Voilà. Et tu nous disais qu'il y a beaucoup d'IST qui présentent pas de symptômes. Est-ce qu'il y en a certaines qui présentent des symptômes, et quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter qu'on peut potentiellement être porteur d'une maladie? Alors, essentiellement des pertes vaginales. Hein, c'est des pertes vaginales avec des pertes, des leucorrhées, ça s'appelle en termes techniques, des leucorrhées qui peuvent être plus abondantes, odorantes, très désagréables. Hein. Ça peut être des douleurs au rapport sexuel, ça peut être des douleurs à la miction, c'est-à-dire quand on urine. Hein, c'est pas forcément parce qu'on a une infection urinaire, c'est peut-être parce qu'on a une IST. Ça peut être parce que on a des pesanteurs parfois, mais c'est pas forcément sensible. Par exemple, les mycoplasmes, en particulier les chlamydiés, très souvent, ils sont découverts par hasard. Une femme ne vient pas parce qu'elle a des problèmes pour ça, elle vient parce qu'elle a un autre problème, et à l'occasion des prélèvements que l'on fait, on va découvrir les mycoplasmes ou les chlamydiés, et c'est pour ça. Une gonorrhée chez un homme, ça va évidemment appeler, vous savez que les gonorrhées, c'est appelé chez les mecs la chaude pisse. Évidemment, ils ont une brûlure au niveau urétral, ils ont une brûlure au niveau de ce qu'on appelle le scrotum. Le scrotum, c'est ce qui enveloppe les testicules. Ils ont parfois des douleurs au niveau anal, donc ils vont venir parce qu'ils ont des douleurs. Une femme, c'est très silencieux, sa gonorrhée chez une femme. Elle a rarement de signes. C'est pour ça que les femmes peuvent être porteuses de gonorrhée sans jamais le savoir. Hein. D'où l'importance d'avoir un suivi gynécologique quand on a une vie sexuelle. Parce qu'on va vous faire interroger, parce qu'on va regarder, pas forcément examiner avec nos doigts ou un spéculum, mais regarder, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui nous semblent un peu bizarres. Hein. Et par exemple, il y a une jeune fille l'autre jour qui m'a parlé de douleurs au clitoris. Bon, les dépistages étaient négatifs, mais ça peut être ça aussi. Hein. Elle avait une sensibilité particulière au niveau clitoridien. Et le médecin qui savait pas quoi faire, la jeune qui savait pas quoi faire, lui avait donné de quoi soigner une mycose. Je pense que c'était pas une mycose, mais par ailleurs, elle n'avait rien d'autre de positif. Voilà. Mais ça aurait pu être une porte d'entrée au niveau d'un problème sexuellement transmissible. Voilà. Et du coup, une maladie une infection sexuellement transmissible non soignée, quelles peuvent être les conséquences? Parce qu'on connaît le VIH, mais il y en a plein d'autres, comme tu viens de nous le dire. Les conséquences, c'est des infections qui vont remonter.
Hein, c'est-à-dire que ce qui est le plus important, et ça cause des fertilités, c'est ce qu'on appelle les salpingites. Les salpingites, c'est l'infection des trompes. Ça fait que, bon, il y a un utérus, il y a un col utérin qui va dans le vagin, et de l'utérus partent les trompes, et au bout des trompes, il y a des petits filets qui vont permettre d'attraper l'ovule quand il est pendu par l'ovaire. Je signale quand même que la trompe et l'ovaire ne se touchent pas. Hein. Ils sont pas loin l'un de l'autre, mais ils ne se touchent pas, parce qu'il y a des filets qui aspirent l'ovule, que vous pouvez avoir un œuf qui rentre dans les trompes. Voilà, ces salpingites, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles font une inflammation, et à ce moment-là, la trompe va être bouchée. Donc la conséquence, c'est la stérilité, parfois, mais intermédiaire à cette stérilité, il y a les grossesses extra-utérines. Pourquoi? Parce que le spermato, qui est tout petit, hein, il va pouvoir passer dans des trompes atrophiées. Hein, et si la trompe est atrophiée, elle va pas laisser avancer l'œuf qui a été... Voilà, hein, la fécondation, elle se fait à la jonction du tiers externe et du tiers moyen dans la trompe. Voilà, donc le spermato est passé, l'ovule est arrivé, ils se sont fécondés, et puis l'œuf, dès qu'il est fécondé, commence à grossir. Hein, il se multiplie. Et contrairement à ce qu'on dit dans les livres, il ne se multiplie pas toujours à chaque fois en se doublant. C'est les FIV qui nous ont appris ça. À part ça, ils font une pause. Ils font 2, 4, 6, 8, et puis après, ils se posent. Puis ils font 12, puis 13, puis 15, et puis ça reprend. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je dis parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on a une date d'accouchement qui n'est pas en rapport avec des fois un rapport, parce que ça c'est des fois bloqué. Et donc cet œuf qui commence à grossir, il ne va pas pouvoir avancer. Et s'il n'avance pas, c'est une grossesse qu'on appelle extra-utérine. Voilà. Et quel est le problème d'avoir une grossesse extra-utérine, justement? Ce problème, d'abord, c'est que la grossesse ne peut pas continuer, puis que la trompe, elle ne supporte pas de la dilatation comme ça éternellement. Donc, une grossesse extra-utérine non diagnostiquée, elle va être... la trompe va éclater. Or, il faut savoir que comme l'œuf est pondu, il va mettre 4-5 jours dans la trompe avant d'arriver jusqu'à l'utérus. Par conséquent, vous comprenez bien que la grossesse, on ne sait pas encore qu'on est enceinte quand déjà la dilatation de la trompe a commencé. Donc la première chose à savoir, c'est que si jamais on pourrait être enceinte, hein, voilà, on a des douleurs très violentes sur un côté, des vertiges et peut-être des petits saignements, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut toujours consulter très vite. Parce qu'une trompe peut la faire ce qu'on appelle avorter. C'est-à-dire qu'on peut la faire éjecter cet œuf sans forcément avoir à l'enlever. Si par hasard on le prend trop tard, la trompe est tellement abîmée qu'on est obligé de l'enlever. Alors certes, on en a 2, mais enfin, ça ne peut pas la peine d'aller... Alors maintenant, c'est plus une intervention chirurgicale aussi lourde qu'autrefois, parce qu'on le fait par un petit trou dans le ventre et on fait ça par célio. Mais quand même, hein, c'est ça le risque. Hein, voilà. Donc on a une trompe en moins. Si on est... Bon, puis le risque d'hémorragie interne, il y a des femmes qui sont mortes avec des grossesses extra-utérines éclatées, parce que ça saigne très fortement dans le ventre. Hein, voilà. Du coup, si on a un rapport à risque, par exemple, qu'on se pose des questions, vers qui on se tourne? Notre médecin traitant, un gynécologue, une sage-femme, on se tourne vers qui? Professionnel. Une sage-femme si vous en avez une, un gynéco si vous en avez un ou une. Mais les généralistes, en tout cas en France, et même en province, parce que j'ai souvent pensé que comme ils faisaient plus de gynéco, ils étaient souvent plus au courant. Mais en fait... De toute façon, ils vont vous renvoyer sur quelqu'un. Alors ça, c'est la sage-femme aussi. Hein. Mais nous, on a le droit de faire des prescriptions et de faire un traitement de première intention. Donc, c'est pas la peine de traîner. Quand on a un doute, on va voir un professionnel spécialisé. Et du coup, est-ce que tu as l'impression au fil des années que les IST sont plus fréquentes, moins fréquentes? Est-ce que les gens ils font plus attention ou est-ce que au contraire, il y a moins de protection? Alors, elles ont augmenté, tout simplement parce que la sexualité des jeunes a augmenté. Que la sexualité des jeunes s'est modifiée. Voilà. Quand je parle de se faire asperger la figure avec c'est la pornographie qui est passée par là, et des très jeunes ont des rapports partout, maintenant. Et donc, je voudrais faire une mention très, très spéciale sur le rapport anal.
Le rapport anal est un rapport à risque, à très, très grand risque. Parce que l'anus n'est pas du tout fait pour être pénétré. Par conséquent, il est toujours traumatisé. Donc, c'est toujours une porte d'entrée supérieure au reste. Et c'est comme la pornographie a donné cette impression que la sodomisation était une chose normale. Il y a beaucoup trop de filles qui acceptent la sodomisation. Et puis, dans certaines religions où on doit garder son hymen, eh bien, c'est aussi une manière d'avoir des rapports sexuels sans perdre son hymen. Voilà. Et donc, il faut un petit peu oublier ça. Indépendamment des EST, puis on est dans les EST, mais on va déborder un petit peu. Les rapports anaux amènent sur l'âge, disons âgé, et surtout après la ménopause, des incontinences urinaires. Et anales, voilà. Hein. Il faut savoir quand même que ces messieurs qui n'ont pas le choix, eux, ils sont sous ça très jeunes dans leur vie. Hein. Voilà. Oui, dans tous les cas, le plus important, quelle que soit la pratique sexuelle qu'on a, comme tu le disais, c'est vraiment de se protéger. Se protéger. Voilà. Alors, il y a je voulais parler, ce qui est sexuellement transmissible dans les hépatites, c'est l'hépatite B, qui est une IST. Mais je veux faire une petite marque supplémentaire sur l'hépatite C. L'hépatite C est une hépatite qu'on ne prend que par le sang. Les piqûres, les injections, etc. Or, et je reviens aux pratiques sexuelles, il y a une pratique sexuelle qui n'était pas du tout de ma génération et qui était importante, c'est que jamais nous n'avions de rapport sexuel pendant les règles. Et que de plus en plus, c'est à la mode. Par conséquent, rapport sexuel pendant les règles, préservatif, systématique, même si on ne le fait pas d'habitude. Voilà. Parce que la porte d'entrée, là, va être sanguine. Voilà. Alors certes, vraiment, il faut se piquer pour l'hépatite C, mais s'il y a une petite coupure, s'il y a une petite, disons qu'un sexe un petit peu, je dirais, brutal, hein, et ils ne sont pas toujours doux, mais c'est les messieurs, et bien à ce moment-là, il peut y avoir une porte d'entrée. Donc, on est bien d'accord, l'hépatite C n'est pas considérée comme une maladie sexuellement transmissible, mais l'évolution des mœurs fait qu'elle peut le devenir. Est-ce que toutes ces infections se soignent facilement ou est-ce que c'est... Bon, je suppose que tout est quand même grave, mais est-ce que ça se soigne facilement ou est-ce que c'est des traitements qu'on doit prendre après toute notre vie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer aussi dans nos habitudes de vie ou pas? Alors, le seul traitement à vie, c'est le VIH. Voilà. Dans mes explications sur les ST, j'ai complètement omis de vous parler de l'HPV, qui est le papillomavirus. Au moment où on vient d'en parler, le papillomavirus, c'est 80% des femmes l'ont rencontré. Hein, voilà. Et le papillomavirus, il y a 15 soins là, hein, c'est la vaccination. Rien, parce que dans le papillomavirus, le préservatif n'est pas suffisant. On peut se contaminer avec le papillomavirus, même avec un préservatif. Bon. Donc, la seule protection, c'est la vaccination. Bon. Or, dans le papillomavirus, il y a 80% des femmes qui l'ont rencontré, et il y a à peu près 60% des femmes pour lesquelles le papilloma va se guérir tout seul, et puis il y a 20% qui peuvent être avec atteinte. Dans les atteintes, vous avez les cellules positivement graves, qui sont les 6 et 12, qui vont être des cellules qui vont donner des choses assez peu verrues, condylomes. Et puis, il y a la 16 et 18, qui va être un risque de cancer du col. Voilà. Mais même ces 16-18, hein, elles peuvent être pas du tout se transformer en cancer. Attention, hein, c'est pas parce qu'on a trouvé des cellules 16-18 qu'on va avoir un cancer. Ça, c'est très très important parce qu'on ne le recherchait pas avant. Hein. Autrefois, on n'avait pas de lésion, on faisait rien. Maintenant, dans tous les frottis, maintenant sont recherchés au moins une fois, hein, le papillomavirus. Bon, mais c'est pas parce qu'on vous le décèle des cellules positivement peut-être cancéreuse que vous avez un cancer. Mais de ce fait, on va plus faire un frottis tous les 3 ans, mais un frottis tous les ans, hein, pour voir s'il n'y a pas de soucis. Hein. Donc, un conseil, si vous avez avant 20 ans, les filles, parce que je ne sais pas pourquoi les garçons c'est jusqu'à 25, mais avant 20 ans, précipitez-vous si vous n'êtes pas vacciné contre la HPV.
Et du coup, les autres pathologies, comment on peut les soigner, ces IST? Il y a des traitements antibiotiques, tout simplement. Hein. Ça se soigne très très bien. Hein. Ça se soigne très très bien. Hein. Oui, c'est pas... L'essentiel, c'est de les soigner rapidement. Hein, voilà. Du coup, pour le papillomavirus, c'est pas seulement les femmes qui peuvent se faire vacciner, c'est aussi les hommes. Les hommes peuvent avoir des cancers de l'anus, de la gorge, voilà, et de la verge. Voilà. Donc il n'y a pas que les femmes qui ont du papillomavirus. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est des choses, moi, que je ne savais pas. Je pensais que c'était uniquement les femmes qui pouvaient déclencher des cancers avec le papillomavirus. Est-ce que tu trouves, en tant que professionnel de santé, qu'on est justement, en tant que jeunes gens, et puis après, suffisamment informés sur ces IST, les risques, les transmissions et les manières de se prémunir, en fait? Non. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que normalement, il devrait y avoir des cours d'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées, et qu'ils sont ou pas faits, ou très mal faits. Que les élèves sont souvent assez jeunes et sont très gênés et n'écoutent pas la moitié de ce qu'on leur raconte. Et que les parents ont 15 ans de retard. Donc les parents, ils n'imaginent même pas que leurs enfants puissent avoir une vie sexuelle avant l'âge de 20 ans. Je l'ai vu là, encore récemment, où une maman me dit « mais elle n'a que 14 ans ». Voilà. Donc, pour elle, c'était un petit bébé encore. Et elle ne s'était pas rendue compte que sa fille était très, pas active, mais enfin, qu'elle commence à s'intéresser très sérieusement. Donc, les parents n'informent pas. Voilà. Donc, il y a des parents qui informent, qui, quand les enfants partent en camp de vacances, leur mettent des préservatifs et parlent beaucoup. Mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Moi, j'ai beaucoup la phrase « mes parents vont me pourrir s'ils savent que j'ai une... » Voilà. Et c'est la même chose d'ailleurs, bon là on parle des IST, mais contre les problèmes d'agression sexuelle. Hein. Et elles ne portent pas plainte parce qu'elles ne veulent pas que les parents soient au courant. Elles ont honte devant les parents. Alors que 10 fois, 20 fois, je leur dis, mais vos parents, ils vous aiment. Ils ne vont pas du tout vous tomber dessus. Ils vont vous aider. Justement, je voudrais rebondir sur les agressions sexuelles et parler du consentement. Est-ce que tu trouves que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des chiffres qui le prouvent ou pas, j'en sais rien, mais c'est une question que je me pose. Les personnes qui contractent des IST, est-ce que c'est plus des personnes qui ont eu des rapports non consentis, par exemple, que des personnes qui ont eu des rapports consentis ? Alors, en fait, je n'en sais rien parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur la différence entre consentement, donc viol, et vie sexuelle naturelle. Tout simplement parce qu'une grande partie des agressions sexuelles ne sont justement pas déclarées. Mais par contre, je dirais qu'à partir du moment où on a été violé, qu'on n'a pas voulu le dire, qu'on a tout caché, qu'on n'a pas fait de dépistage, on va être beaucoup plus à risque, tout simplement, que ces problèmes d'IST se diffusent. Voilà. Et que donc elles soient soignées que plus tardivement, puisqu'on ne l'a pas raconté. Et c'est vrai pour les très jeunes femmes. Les femmes un tout petit peu plus âgées ont plus la conscience, justement. Voilà. Mais il y a une étude qui avait été faite j'avais été directrice de mémoire pour une jeune, pour voir l'âge pour la prévention. On s'aperçoit que les collèges et lycées ne sont pas du tout au courant, que les filles en licence commencent à être un peu plus prévention et que les filles en master sont avec des préventions. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on a été informé ou on s'est informé soi-même. Plus on est très jeune, moins on connaît. Parce que c'est les copains, justement, on en a parlé tout à l'heure, et que les copains se vendent beaucoup, hein, et racontent, et en particulier, je parlais des sodomisations, c'est ça, c'est-à-dire que je vais être coincée si j'accepte pas, et toutes mes copines le font, voilà. Et pourquoi les copines le font? C'est parce que la copine leur a dit qu'elle le faisait, donc elle veut pas avoir l'air idiote, donc elle le fait, voilà. Et donc ça c'est important, donc plus vous êtes jeune, moins vous vous protégez, parce que vous ignorez tout ça. Et donc, la grande demande qu'on a, bien évidemment, c'est que les cours d'éducation sexuelle soient faits au collège, mais peut-être avec
partie dans l'information, les filles toutes seules, les garçons toutes seules et les deux sexes en même temps. Parce que les garçons ne parleront pas de leurs problèmes devant les filles n'aiment pas parler de leurs problèmes, hein, les garçons, mais il faut qu'ils s'entendent eux-mêmes sur le consentement. Et on parlait de consentement, c'est très très important. Ça, les filles, elles sont beaucoup plus qu'on ne le croit soumises. Le garçon leur a demandé un truc, elles obéissent. Voilà. Parce que ensuite, elles ne veulent pas avoir l'air d'être idiotes. Et du coup, elles se retrouvent avec des tas de problèmes, y compris d'ailleurs de grossesse, parce qu'elles ont obéi, entre guillemets, à leurs copains. Et d'ailleurs, pour les personnes, les jeunes ou moins jeunes qui auraient des questions, qui n'osent pas en parler à leurs parents, il existe les pipelettes dont toi tu fais partie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail ? Alors, les pipelettes, on va sur pipelette.org et puis on va pouvoir mettre un pseudo et à ce moment-là, on va pouvoir discuter. Alors, les pipelettes, c'est très très important de savoir que c'est totalement anonyme. Hein. Il faut d'ailleurs qu'elles se servent du pseudo. Parce que j'en ai beaucoup qui disent « je m'appelle Clara ». Voilà, par exemple. Et non, prenez vraiment un pseudo parce que si vous voulez que ce soit complètement anonyme, il ne faut pas qu'on puisse du tout vous retrouver. Par contre, si vous voulez revenir sur le site, s'il vous plaît, vous prenez le même pseudo, parce que quelquefois, c'est un peu compliqué de vous retrouver vu que j'en ai beaucoup. Voilà. Ensuite, ces conversations que nous avons, elles disparaissent à la seconde où on a raccroché. Elles sont cryptées. Si jamais on avait besoin de retrouver des éléments, les informaticiens pourraient nous le décrypter, mais pour nous, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas ce qu'a répondu la collègue. On ne sait pas, souvent d'ailleurs, je dis, mais attends, moi je ne me souviens pas très bien de ton histoire, redit, parce que on a parfois, moi hier, j'ai répondu à 10 conversations quand même. Donc, je ne me rappelle pas toujours à 100%, il y en a certaines, voilà. Et nous aussi, on a un pseudo. Donc, c'est complètement anonyme. Donc, elles peuvent... Alors, c'est l'intérêt du chat, mais aussi c'est son inconvénient. Hein. Parce que comme c'est complètement anonyme, eh bien, quand on a une petite fille de 13 ou 14 ans qui vient de se faire agresser, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'elle ne nous a pas donné son nom, elle n'a rien fait. Et que, eh bien, on va laisser ce prédateur dans la liberté, alors parce qu'on n'a pas pu la convaincre. Donc c'est l'avantage pour vous. Vous pouvez parler comme vous voulez, mais c'est aussi l'inconvénient parce qu'on ne pourra pas vous protéger si vous ne nous donnez pas des éléments. Voilà. C'est pas comme dans les SOS Intel où souvent c'est pas anonyme. Hein, vous dites qui vous êtes et on va vous prendre en charge concrètement. Nous, on n'est que dans le conseil. On ne donne pas de traitement, on ne donne pas de conseils de médecin non plus. Ne nous demandez pas qu'on vous donne un conseil pour aller voir un tel ou une telle. On ne vous le donnera pas, on ne fait pas de copinage. Voilà. Donc, on ne vous donne pas de conseils, on ne fait que de la prévention et on fait aussi de l'éducation. Parce qu'à partir du moment où vous allez nous poser une question, on va en profiter pour expliquer votre corps. Voilà, parce que les connaissances sont très floues et donc en général, moi j'ai dit à une jeune l'autre jour, mais tu te mets devant la glace et tu regardes ton sexe, hein, parce qu'elle ignorait tout. Des fois il y a des choses très drôles. Hein. J'avoue que je suis devant mon écran, je rigole bien, parce qu'il y a des questions qui sont... Mais ça veut dire surtout que les jeunes n'ont strictement aucune idée de leur anatomie et de leur physiologie. Hein. Bon, puis il y a encore des parents qui sont un peu ringards. Hein. J'ai une dame ce matin qui m'a dit qu'elle ne laissait pas sa fille se laver toute seule parce qu'elle ne voulait pas qu'elle se masturbe à 8 ans. Je lui ai dit, mais on ne se masturbe pas en se lavant. Voilà. Donc, c'est important de savoir aussi qu'il y a beaucoup de tabous. Hein. Il y a beaucoup de tabous. Et dans les pires... parce qu'il y a des fois des cours d'éducation sexuelle dans les collèges privés, et c'est là où il y a des conséquences les pires, parce que les filles ne connaissent rien à leur corps, et donc elles ont peur de tout. Mais par contre, elles font n'importe quoi. De toute façon, on le voit, hein, c'est la connaissance de son corps, des maladies et de comment se protéger qui permet en fait justement de se prémunir contre les IST notamment. Absolument, et la connaissance du corps, c'est aussi permettre de se protéger contre, on parlait de consentement tout à l'heure, mais aussi contre les agressions sexuelles. Parce que rien n'est normal
quand quelqu'un vous touche sans autorisation. Et quand on vous touche sans autorisation, on peut amener aussi des maladies. Hein. Il n'y a pas besoin de pénétration pour être infecté. Par conséquent, un attouchement peut être aussi dangereux qu'une pénétration. Hein. Alors, je fais ce petit encart parce que tout simplement, je me suis aperçue que pour beaucoup de jeunes, le rapport sexuel, c'était la pénétration. Que tout ce qui n'est pas pénétration, il n'y a pas de rapport sexuel. Hein. Voilà. Et je dis en rigolant que dans ma génération, on faisait du touche-pipi, comme on disait, hein, et que la pénétration, c'était beaucoup plus tard. Et les filles, maintenant, elles font l'inverse. C'est-à-dire qu'elles commencent par avoir plein de rapports au etc. Et après, très longtemps après, il y a une pénétration. Voilà. Mais elles ne comprennent pas que ce qu'elles font, c'est quand même du sexe. Voilà. Et puis, nous, on était peut-être un peu fleur bleue, mais la relation sexuelle, elle était aussi liée à l'amour. C'était peut-être un peu con, mais c'est comme ça. Voilà. Alors que maintenant, elles font du sexe. Voilà. Et ça, c'est très très important de dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, qu'on ne fait pas du sexe. On a des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on aime, etc. Mais qu'il est important de ne pas faire comme du sexe parce que la copine fait du sexe, parce que le copain vous l'a demandé, mais parce qu'on en a réellement envie. D'ailleurs, je parlais d'agression au moment de la pénétration. Une fille qui n'est pas d'accord avec ce qu'on va lui faire, elle va jamais être à l'aise. Hein, on parlait de la peau stérile tout à l'heure, mais elle va pas être à l'aise et donc elle va automatiquement avoir une agression sur son corps, alors qu'elle ne l'aurait pas eu s'il y avait eu l'acceptation, les préliminaires, les sécrétions vaginales et autour de la vulve et autour des petites glandes là, qui sont à côté du milieu urinaire et qui rendent les filles femmes fontaines. Si, justement, pour en revenir aux IST, est-ce que, en tant que sage-femme, tu as pu avoir affaire à certaines IST plus que d'autres qui reviennent vraiment beaucoup plus ? Oui, les chlamydiés, le mycoplasme, voilà, c'est quand même des choses qui reviennent plus souvent. La syphilis, rare, les gonorrhées, rares, et puis, moi, j'ai pas fait beaucoup de gynéco. Par contre, c'est comme moi, personnellement, j'ai pas beaucoup rencontré de papillomavirus, mais mes consoeurs qui font beaucoup de gynéco rencontrent bien évidemment beaucoup plus les papillomavirus. Et pour être honnête, j'étais pas si pro-vaccination autrefois, parce que c'est très franco-français, on avait raconté n'importe quoi sur la vaccination HPV, et maintenant, je suis devenue une accro formelle quand je vois le nombre de femmes à qui on découvre quand même des problèmes de papilloma. Voilà. Hein. Donc vraiment, les filles, il faut les vacciner. Voilà. Et les filles et les garçons, il faut les vacciner. Hein. Voilà. Et du coup, si on est une jeune femme, qu'on commence à avoir une sexualité, qu'on ne sait pas trop si on prend des risques ou pas, à quelle fréquence c'est bien justement de se faire tester pour vérifier qu'on n'est pas porteur de maladie, qu'on n'a pas d'IST ? Alors, déjà, si on n'a jamais eu de rapport sexuel, on ne peut pas avoir d'IST. Voilà, sauf si on a eu des agressions, des attouchements, mais on ne peut pas avoir d'IST. Donc, toute personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle, que ce soit un garçon ou une fille, ne peut pas être porteuse d'IST. Donc déjà, on va éliminer ça. Maintenant, ensuite, pour pas se retrouver comme un mec qui peut avoir porté, dès qu'on a une des relations sexuelles, c'est avec des préservatifs. Et si on a plusieurs partenaires, c'est toujours, quelle que soit la personne, avec des préservatifs. Hein, parce que son copain, il s'est dépisté, mais peut-être que pas le copain du copain avec qui on a un peu flirté à une soirée, il ne s'est pas forcément dépisté. Donc dès qu'on a un rapport non protégé, à risque, on se fait dépister. Hein. Alors il y a des degrés. Moi je dis qu'il faut mieux attendre 6 semaines pour se faire dépister parce que les chlamydia et le mycoplasme c'est 15 jours, mais l'HIV c'est 6 semaines. Bon, autant attendre les 6 semaines pour faire une bonne fois pour toutes les prélèvements plutôt que d'aller faire des prélèvements à non plus finir. Donc on a un problème à risque, on attend 6 semaines, on va au labo, c'est gratuit.
maintenant jusqu'à 25 ans. Par conséquent, on n'a même pas, enfin, c'est pas gratuit, on fait pas l'avance de frais, on va dire, on n'a pas besoin d'ordonnance, on fait pas l'avance de frais, mais on se fait dépister. Et si on a une vie sexuelle, disons, très active avec beaucoup de partenaires, on ne réfléchit pas, on le fait tous les 6 mois. Et lorsqu'on est plus âgé, qu'on est installé dans une relation de couple, qu'on a fait les tests et qu'on ne se protège plus, est-ce que c'est important quand même de faire des tests de temps à autre parce que on ne sait pas toujours si son partenaire est fidèle, etc. Ou est-ce que, a priori, tant qu'il n'y a pas de découverte d'infidélité, voilà, on peut rester sur on a fait un test il y a quelques années et ça reste valable? Quand on est bien installé, on a en général un suivi gynécologique. À l'occasion de ce suivi gynécologique, on va parler de ses problèmes, etc. Et si le professionnel ou la professionnelle qu'on a en face de nous a un doute sur des pertes vaginales, elle va faire des dépistages. Par conséquent, on va être dépisté. C'est pas la peine d'y aller systématiquement quand on a une vie de couple bien assise et qu'on sait parfaitement que de part et d'autre, les partenaires sont fidèles quand même. On va pas passer son temps. De toute façon, je trouve que ça donne une méfiance dans le couple qui serait de mauvaise aloi. Je trouve quand même. Bon, voilà. Bon, maintenant, si on a un suivi gynécologique régulier, bon, on va avoir l'occasion de se rendre compte si on a, puis la moindre sensation, des douleurs, des pertes qui ne sont pas normales, une douleur au rapport sexuel brutal, etc. De toute façon, on va aller consulter. Donc, à la consultation, on va en profiter pour faire. Mais le systématique dans une relation de couple, je dirais, unique, non, je crois quand même qu'il ne faut pas non plus avoir toujours peur du partenaire quand même. Est-ce que quand on a contracté une IST et qu'on a eu un traitement, est-ce qu'on est toujours porteur ou est-ce qu'après c'est terminé? Oui, c'est terminé, on a soigné, c'est disparu. Mais en général, on fait un contrôle quand même. Voilà. Par exemple, pour tout ce qui est détecté par un prélèvement vaginal, qui va être les chlamydiés et le mycoplasme, en général, on fait un prélèvement de contrôle. Voilà. Donc, on est sûr qu'ils sont disparus. Voilà. Oui. Non, c'est pas. Non, on a disparu. Le seul et unique qui a vraiment fait suer, c'est l'HIV. Parce que c'est à vie. Bon, maintenant, on va pas dire c'est cuicui les petits oiseaux, mais avec les nouveaux traitements. Moi, j'ai un de mes amis qui est séropositif, il a maintenant une piqûre tous les 3 mois. Donc, c'est devenu quand même beaucoup plus lourd. C'est pas les 12 médicaments du début des traitements pour l'HIV quand même. Mais dès qu'on a... Alors, si on a un gros doute, on peut aussi prendre un traitement préventif. C'est pas... on va voir, on fera une sérologie plus tard, donc 12 semaines après, mais on peut... 6 semaines après, si c'est un test ELISA, mais 12 semaines si c'est un test autotest, mais on va... pouvoir prendre un traitement préventif immédiatement. Les professionnels de santé qui se trouvent dans une situation où elles peuvent avoir été contaminées par l'HIV ont un traitement préventif jusqu'à ce qu'on fasse le diagnostic de savoir si elles sont porteuses ou non. Attention, si vous avez vraiment un gros doute, il y a des traitements préventifs quand même. Donc du coup, si on peut résumer sur les IST, le plus important, c'est effectivement de se protéger et au moindre doute d'aller se faire dépister pour être traité le plus rapidement possible. Voilà, exactement. Il faut très vite, dès que vous avez une vie sexuelle, il faut avoir un professionnel qui vous suit. Voilà. Que ça sera peut-être uniquement pour aller lui dire bonjour et discuter 2 minutes, mais il faut avoir un professionnel parce qu'immédiatement, d'abord, le dossier est là, il vous connaît et aussi, il va pouvoir anticiper quelque chose auquel vous auriez peut-être pas fait vous attention et qu'il lui va remarquer. La confiance dans ce professionnel va faire que du coup vous n'allez pas hésiter. Parce que la phrase que j'entends beaucoup, c'est je veux pas être ridicule, je veux pas vous embêter. Et pourtant non, t'es ni ridicule et tu vas jamais nous embêter. La prévention, c'est venir interroger avant que ça ne soit trop tard. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé sur les IST ? Oui, l'herpès, parce que j'en ai pas parlé. L'herpès, il y a 2 sortes d'herpès. Il y a l'herpès labial, qui est le bouton de fièvre en fait, et l'herpès génital qui est
l'herpès qui est dans la zone en dessous de la ceinture. Bon. L'herpès labial n'est pas considéré normalement comme IST. Il n'y a que le donc HV1 et là c'est HV2, voilà, pour le génital. Or, on s'aperçoit qu'avec les pratiques orales, qui sont de plus en plus importantes, il peut y avoir quand même des contaminations avec le 1 au point de vue génital. Donc, faire très très attention, ne jamais avoir de rapports sexuels oraux quand on a un bouton de fièvre. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et que les informations et conseils donnés par Anne-Marie pourront vous être utiles et ou transmis à votre entourage pour les informer à leur tour. N'oubliez pas qu'à la moindre interrogation, vous pouvez consulter votre praticien et être accompagné au mieux. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le chat Les Pipelettes, dont le lien sera en barre d'infos. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez en discuter avec les sages-femmes dont Anne-Marie. Cependant, nous vous rappelons qu'elles sont là pour écouter et conseiller, mais qu'elles ne font pas de consultation gynécologique ni de prescription médicale en ligne. Ne fermez pas les yeux, protégez-vous et protégez les autres, faites-vous dépister. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ciao les meufs!